Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle, bienvenue sur la plateau Tempo Afrique TV. Dans l'édition spéciale rétrospective de la semaine, nous avons un grand honneur aujourd'hui de recevoir un homme politique, monsieur Moussa Mara, expert comptable, homme politique, président du parti Yelema, candidat à l'élection présidentielle passée du 28 juillet 2013. Il fut ministre de l'urbanisme et des politiques de la ville, ministre des affaires foncières, maire de la commune 4. C'est un grand honneur pour nous de l'avoir sur notre plateau aujourd'hui afin de pouvoir parler un peu de la situation sociopolitique et économique du Mali. Bonsoir, monsieur Mara. Bonsoir. Merci de nous avoir accepté cette interview. Sans tarder, je m'en vais vous poser la question, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire du Mali en général et surtout de la situation sécuritaire à Bamako au lendemain de cette attaque terroriste qui vient de se passer à l'hôtel Radisson Blu le 20 de ce mois passé, le 20 du mois passé? Je remercie la radio pour me donner l'occasion de parler du Mali en cette période un peu difficile. Aujourd'hui, effectivement, il faut le reconnaître, la situation sécuritaire est tendue, elle est difficile. Sur l'ensemble du pays, il ne faut pas se voiler la face. Et depuis ce qui s'est passé à Bamako le 20 novembre, vendredi 20 novembre au Radisson, je pense que Bamako doit être considéré comme une zone sensible en termes de sécurité. Nous avons un risque que des attentats soient perpétrés à Bamako comme ailleurs, et il faut donc travailler avec ces risques. Il ne faut pas se voiler la face et se dire que ça peut se refaire. Et donc, sur la base de ce constat, c'est d'engager l'ensemble des forces de sécurité dans des actions de patrouille, de vigilance, dans des actions aussi de renseignement et de recherche de renseignement. On connaît ces filières, les filières terroristes, aussi bien par rapport à leur relais intérieur que par rapport à leurs sources à l'extérieur de notre pays. Mais je pense qu'au-delà des forces de sécurité aussi, il faut que les Maliens se mobilisent enfin et que nous tous, nous disions que nous pouvons, par les informations, déjouer et éviter que le pire ne se produise. Et donc les Maliens, chacun en ce qui les concerne, s'implique, soit vigilant, ouvre les yeux, et que nous informions les forces de sécurité de toute personne suspecte et de toute situation suspecte. Donc je pense que si chacun travaille dans ce sens, ça devrait aller. Je vous remercie beaucoup, puisque nous parlions toujours de sécurité. En tant que chef du gouvernement d'avant, chez Premier ministre, il y a 9 mois ou 10 mois de cela, pouviez-vous, quelles sont vos impressions, si je peux le dire, sur les accords de paix signés par le gouvernement malien, dont vous avez pris une très grande partie? Où en sommes-nous avec l'application de ces accords de paix que le peuple malien attend depuis longtemps? Oui, justement, l'une des vocations de l'accord de paix, c'est de permettre de régler politiquement des problèmes de rébellion qui, en partie, servent de véhicule au terrorisme et au trafic de drogue. Donc faire en sorte que le volet politique des violences qui ont concerné le nord de notre pays soit résolu et que donc nous puissions mobiliser l'ensemble des Maliens du nord, du sud, dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Tant que nous ne réglons pas la question politique, il va être difficile de mobiliser, de réconcilier et de travailler au traitement des maux que constitue le trafic de drogue et le terrorisme. Donc, l'accord de paix, vraiment, sa vocation essentielle, c'est de permettre de rassembler, de mobiliser les Maliens autour du Mali. Et vous avez raison de dire, moi, le processus de négociation a duré 9 mois et pendant 7 mois, j'étais Premier ministre du début jusqu'à presque à la fin. Donc, j'ai été intimement associé à ce processus. Maintenant, l'accord de paix a été signé, a été difficilement signé, elle a été signé. Dans l'application, il y a des retards, c'est indéniable.
Je pense que de part et d'autre, il y a sans doute des forces rétrogrades et qui ne sont pas ouvertes au changement et à l'application de l'accord de paix, qui agissent au sein de l'administration malienne et aussi au sein des groupes armés pour qu'il n'y ait pas de progrès. Il faut que les leaders politiques et notamment les autorités au plus haut niveau s'imposent au conservatisme, les dépassent pour qu'on puisse avoir une application de l'accord de paix. Dans l'accord de paix, il y a beaucoup de réformes à engager en termes de décentralisation, en termes de gouvernance. Ces réformes dépendent de l'État entièrement. Je pense que les autorités devraient aller très vite dans la mise en œuvre de ces réformes pour ne pas justement être accusés de mauvaise foi, d'inapplication de l'accord de paix, comme les groupes armés ont commencé à le faire la semaine dernière, par exemple. Donc il faut que vraiment on apprenne à aller vite, vite, vite. Que voulez-vous dire par là? Apprenez à aller vite, vite. Seriez-vous à la place toujours, seriez-vous toujours le Premier ministre d'aujourd'hui? Que pensez-vous que le peuple malien, le gouvernement malien doit faire pour accélérer cet retard qui a été commis? Parce que jusqu'à présent, on parle de cantonnement. Ces cantonnements n'ont pas eu lieu. On parle de désenclavement, comme vous venez tous de le dire. Avant de faire un désenclavement, il faut d'abord cantonner. Que pensiez-vous que le gouvernement actuel doit faire pour accélérer ce processus? Le processus, le volet militaire du processus de l'application de l'accord de paix est paradoxalement celui qui est le plus simple, à mon avis. Il n'est pas très compliqué. Et si on regarde sur le terrain, il y a eu des étapes qui ont déjà été posées. Vous l'avez dit, on ne peut pas désarmer sans cantonner. Mais on ne peut pas cantonner aussi s'il n'y a pas de site de cantonnement. Ce qui a été fait, c'est d'identifier les sites de cantonnement. Et les sites de cantonnement sont en train d'être aménagés pour être construits afin que le cantonnement commence. Je pense que d'ici 3 mois, on devrait arriver à avancer sur ce chantier. Mais d'ici là, il y a des patrouilles mixtes qui sont en train de se faire sur le terrain où les groupes armés et l'armée malienne, avec l'amunissement, mènent des patrouilles mixtes. Donc sur le plan militaire, je pense qu'il y a quelques avancées. Il faut maintenant les consolider évidemment et il faut que tout le monde joue le jeu et que les attaques et les coupeurs de route soient mis hors d'état de nuire. Ça, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Mais maintenant, là où je dis il faut aller vite, c'est dans la mise en œuvre des réformes. Vous savez que dans la mise en œuvre de l'accord de paix, on doit par exemple changer la constitution malienne. Il doit y avoir des réformes dans la constitution. Il doit y avoir des réformes dans le code des collectivités locales, dans le code électoral et dans un certain nombre d'autres textes. Ceci dépend entièrement du gouvernement. Donc il est souhaitable que des chronogrammes très précis soient mis en œuvre et que dans les 6 mois à venir, en tout cas d'ici juin, parce que nous sommes déjà à 6 mois de consommation de la période intérimaire, que d'ici juin, que nous puissions engager l'essentiel de ces réformes ou en tout cas arrêter les dates d'exécution de ces réformes. C'est là où je dis il faut aller vite. Les actions qui dépendent de l'État, des administrations, des ministères, on doit maintenant faire un chronogramme précis et les mettre en œuvre rapidement. Merci pour votre éclairage. On va essayer d'aller un peu sur le côté politique même de l'État pour nous éloigner un tout petit peu de la sécurité. Ma question elle est la suivante. Vous saviez très bien la visite du chef d'État, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est passée en France il y a moins d'1 mois de cela. J'aimerais bien avoir vos impressions sur cette visite et tout ce qui s'est passé avec l'opposition. Pour vous dire que je vous suis très bien et vos activités, je ne me rappelle pas avoir vu ou entendu ce que vous avez dit ou si vous avez fait des déclarations par rapport aux visites d'État et de ce qui s'est passé entre le président de la République et l'opposition. Pouvez-vous nous dire de ce que vous en pensiez de cette visite d'État? La visite d'État, comme vous le savez sans doute, en termes de hiérarchie des visites entre deux pays, c'est le niveau le plus élevé. La France aujourd'hui est membre permanent du Conseil de sécurité, est une puissance internationale. Elle est l'ex-colonisatrice du Mali.
quand la France accepte pour la première fois de notre histoire d'accorder une visite d'État au président de la République du Mali et au Mali à travers lui, je pense que c'est un honneur important qui mérite d'être célébré et qui mérite d'être perçu comme tel. Cette visite a aussi permis à ce que les liens entre la France et le Mali soient renforcés et réaffirmés. Et il y a eu une table ronde importante pour le financement de l'accord de paix où des engagements importants ont été donnés. Donc, il est indéniable, il est incontestable que la visite d'État est un succès diplomatique et sans doute un succès économique et un succès de développement du Mali. Pour moi, c'est le plus important. Moi, si vous me suivez, je ne suis pas dans la polémique stérile, je ne suis pas dans les querelles de personnes, je ne suis pas dans les discussions qui ne font pas avancer notre pays. Donc les échanges qu'il y a pu y avoir entre l'opposition et le président à l'occasion de cette visite, pour moi, sont anecdotiques. Le plus important est que cette visite consacre là aussi la qualité des relations entre le Mali et la France et que cette visite ouvre aussi des perspectives par rapport à la mise en œuvre de l'accord de paix. Il faut qu'on avance dans ce sens, que ces ressources soient mobilisées, que ces projets soient mis en œuvre dans un cadre où l'accord de paix sur le plan sécuritaire amène un retour au calme, un retour des réfugiés, où on pourra s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire le développement, créer de la richesse, améliorer la vie des gens, améliorer le sort des gens, pour que demain et après-demain, on s'éloigne définitivement des rébellions et de la violence. Parce que les rébellions et la violence prennent aussi leur fond, leur base dans la pauvreté. Merci beaucoup pour votre réponse. Depuis votre démission de la primature, nous vous voyons sillonner toutes les régions, à part pour le moment Kidal et Gao, si je m'en souviens très bien. Nous vous voyons sillonner toute la région, toutes les régions du Mali. Est-ce que pouvons-nous dire déjà que ce sont les préparatifs de campagne pour les élections présidentielles à venir? Ou bien M. Mara, en tant que Premier ministre, en tant que président du parti, est en train tout simplement d'aller vers la base et se rendre de la réalité du terrain? Malheureusement, on me suit beaucoup après mon départ de la primature. Sinon, avant que je ne devienne ministre, je faisais exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Moi, je suis président d'un parti politique qui a été créé en 2010, c'est-à-dire il y a 5 ans, et qui est en train d'être mis en place progressivement à l'intérieur du pays. Et parallèlement, ce parti s'apprête à participer pour la première fois aux élections municipales au Mali. 2 raisons importantes pour que le président que je suis parcourt le Mali, aille rencontrer les leaders du parti, discute avec eux par rapport à la mise en œuvre du parti, discute avec eux par rapport aux préparatifs des élections communales, mais aussi discute avec eux et les autres compatriotes qui sont sur le terrain et qui veulent bien venir à nos rencontres pour davantage expliquer le Mali, parler de l'actualité, parler des difficultés de développement au niveau local et voir ce qu'on peut faire pour que les choses s'arrangent. Ça n'a strictement rien à voir avec la préparation de campagne électorale présidentielle. Les présidentielles sont loin, très loin. Aujourd'hui, notre préoccupation, ce sont les municipales d'un côté, l'implantation du parti de l'autre. Aujourd'hui, je suis à New York. Hier, j'étais à Philadelphie. Avant-hier, j'étais à Atlanta. Et avant, j'étais à Washington, à la rencontre des Maliens pour les mêmes raisons. Parce que les partis éléments a des cellules ici aux États-Unis. Et nous venons nous rendre compte de la fonctionnalité des cellules et de l'implantation du parti ici aussi. Donc, on continue notre petit bonhomme de chemin. Nous regardons le Mali et les Maliens. Nous ne faisons pas de calcul sur des échéances électorales lointaines. Nous posons nos actes quotidiennement et on fait en sorte que les idées du parti soient comprises par le maximum de ses militants et de citoyens pour que le parti ait des militants convaincus et engagés pour la cause du changement. Ce que je vois vraiment, c'est que nous sommes en bonne posture et nous sommes en bonne progression. Effectivement, j'allais en venir parce que je suis très bien au courant que le parti élément qui est représenté ici aux États-Unis, l'un de ses membres
que je connais très bien, M. Bakary Sanogo, qui je connais il y a un bon bout de temps. J'allais vous poser cette question, ou bien à Bakary Sanogo, comme il n'est pas avec nous, de savoir comment se porte le parti Yelema aux États-Unis ici, parce que je sais qu'il travaille d'arrache-pied pour l'implantation du parti dans toutes les grandes villes, ou bien si possible partout aux États-Unis. Que pouviez-vous nous dire, puisque vous êtes venu, vous avez rencontré la communauté malienne un peu partout, quel est l'avenir que vous voyez avec les partis éléments ici aux États-Unis? Ce que je vois très sincèrement me comble de joie et m'encourage. Comme je ne suis pas du genre dans l'autocongratulation et dans l'autosatisfaction, je dis c'est bien, c'est encourageant, nous devons avancer. Partout où je suis passé, les salles étaient remplies, les gens étaient enthousiastes, les discussions étaient franches et sincères et les convictions étaient affirmées. Donc il faut simplement qu'on continue et qu'on étende le parti à d'autres villes, vers l'ouest, vers le sud, au niveau du Texas, au niveau de Californie, pour que dans tous les États où il y a des Maliens en nombre, qu'on puisse avoir des cellules du parti, non pas pour avoir des électeurs, parce qu'il y a des endroits où les gens n'ont pas de carte électeur, mais qu'on ait des relais, qu'on ait des soutiens, qu'on ait des militants qui peuvent aussi servir la cause du parti autrement que simplement par le vote. Le parti, c'est une institution qu'on crée, qu'on met en place, qui est destinée à vivre au-delà de nous-mêmes, puisque vous êtes dans un pays où le parti républicain ou le parti démocrate, c'est des partis de plusieurs dizaines d'années, voire même de plusieurs siècles, que le parti Yelema puisse continuer dans cette direction et soit un des piliers de la construction du Mali démocratique aujourd'hui et demain, et du Mali tout court aujourd'hui et demain. Nous sommes en bonne voie, nous ne sommes pas pressés, nous sommes patients et nous posons un pied avant l'autre. À chaque jour suffit sa peine, Inch'Allah. Merci. Nous vous connaissons pour être un homme de lutte. Personnellement, je vous ai vu en tant que candidat indépendant à la mairie de la commune 4. Nous vous avons vu en train de vous confronter à des poids lourds au Mali, si je peux le dire, les RPM, l'ADEMA. Nous vous avons vu être élu maire de la commune 4. Et encore une fois de plus, nous avons assisté à l'annulation de ces élections par la Cour administrative du Mali, parce qu'il y a beaucoup de partis qui ont déposé des plaintes d'irrégularité, et nous avons revu encore regagner cette même mairie. Et encore une fois de plus, vous avez publiquement annoncé que vous êtes candidat à l'élection de la mairie centrale. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos motivations à être candidat à la mairie centrale de Bamako? Moi, j'ai eu la chance d'être maire de la commune 4 de Bamako, qui est une commune de Bamako. Après cela, j'ai eu la chance d'être ministre de l'urbanisme, c'est-à-dire un ministère qui touche vraiment les communes et les collectivités locales. Et après, j'ai eu la chance d'être Premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, nonobstant mon passage au niveau ministériel et à la primature, la mairie de Bamako est une continuité pour quelqu'un qui a été maire d'une commune de Bamako. Et en plus, si cette personne a eu la chance d'exercer des responsabilités qui peuvent aider dans le cadre du mandat de la mairie de Bamako, c'est une bonne continuité. Et en plus, pour quelqu'un qui est un expert comptable, qui a eu à travailler sur les communes maliennes maintenant, je pense, depuis 18 ans, en tant qu'expert comptable, je fais les contrôles des communes, les audits des communes, je rédige les procédures de gestion des communes. Donc, j'ai un certain nombre de compétences à faire valoir, et au-delà du fait que je suis un enfant de Bamako, je suis né à Bamako, j'ai grandi à Bamako, je travaille à Bamako, et donc je suis un citoyen de Bamako qui est vraiment choqué par l'état de la ville aujourd'hui, de la façon dont la ville est gérée. Donc, toutes ces raisons font que j'ai souhaité porter ma candidature pour la mairie de Bamako et de solliciter le suffrage de Bamako. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vous disent « Ah, mais Mara, vous avez été Premier ministre, pourquoi vous voulez encore vous rabaisser pour être maire de Bamako ?» Je dis que maire de Bamako n'est pas un rabais par rapport au poste de Premier ministre. C'est deux responsabilités différentes et distinctes
et qui sont chacune exaltantes pour quelqu'un qui veut servir ses compatriotes. Moi, ma seule motivation, c'est de servir partout où cela est possible. Et donc, j'espère bientôt, après les élections, pouvoir le démontrer à la tête de la ville de Bamako que nous pouvons faire autrement, que nous pouvons associer les Bamakois et que nous pouvons faire de bons résultats sur la sécurité, sur l'assainissement, sur la mobilité urbaine, sur la création de richesses, sur l'emploi des jeunes, sur la culture, sur l'aménagement urbain. Nous pouvons faire de bons résultats si la ville est gérée autrement. Et Inch'Allah, nous nous engageons à le faire si les Bamakois nous accordent leur suffrage. Mais nous savons aussi très bien que l'actuel maire central de Bamako, du nom de Adama Sangaré, vous avez eu à livrer des luttes juridiques contre Adama Sangaré que vous avez brillamment remporté pas mal de fois, si je peux le dire. Être candidat contre ce même Adama Sangaré, qu'est-ce que cela vous anime? Non, sincèrement, je ne suis pas candidat contre Adama Sangaré ou contre X ou Y. C'est une compétition électorale. S'il se présente, ce sera un adversaire comme un autre. Nous aurons l'occasion de présenter nos projets. Nous aurons l'occasion, et je l'espère, d'avoir des véritables débats sur notre vision de la ville et sur ce que nous entendons faire pour que les électeurs puissent choisir le meilleur projet et le meilleur profil pour conduire les destinées de la ville. Je ne suis pas contre quelqu'un. Moi, je suis pour la ville de Bamako et pour les Bamakois. La compétition électorale, je l'accepte. Elle est nécessaire pour la démocratie, mais ce n'est pas une lutte fratricide ou une lutte ou un combat de boxe. C'est vraiment projet contre projet, idée contre idée, et puis les citoyens décident de choisir qui ils entendent porter à la tête de la collectivité. Et cette personne aura le mandat en ce moment pour mener à bien sa mission. Moi, c'est comme ça que je conçois la chose. J'avance, je me bats de manière fair-play, démocratique. Si je perds, je reconnais ma défaite et je souhaite bon vent aux vainqueurs. Si je gagne, humblement, j'accueille le suffrage favorable des concitoyens de Bamako et j'essaie de travailler à la lumière de mes promesses pour les satisfaire. Merci beaucoup. Intéressons-nous un peu à la corruption, un fléau qui est en train de détruire l'Afrique, si je peux le dire. Beaucoup plus précisément au Mali, on parle beaucoup de corruption. En tant qu'expert comptable, en tant qu'ancien chef du gouvernement, quelle chance le Mali a-t-il pour éradiquer ce fléau au Mali, la corruption? Ah oui, la corruption est le mal du siècle, c'est le mal le plus grave qui menace l'avenir de notre pays. J'ai eu à le dire, j'ai dit que la corruption, pour moi, hypothèque plus l'avenir du Mali que la crise au nord. Et si on ne combat pas de manière sérieuse, rigoureuse, durable et dure la corruption, il va être difficile d'envisager l'avenir de notre pays avec sérénité. Mais ce qu'il faut dire d'emblée par rapport à la question de la corruption, c'est que nous sommes tous quelque part responsables de ce qui se passe. Les responsables publics maliens sont les premiers responsables, je le conçois, mais tous les Maliens, à un moment ou à un autre, sont corrupteurs, et il n'y a pas de corruption sans corrupteur, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Donc il faut que chacun comprenne cela, et que chacun s'engage et soit engagé dans la direction de ne pas avoir recours à ces manœuvres frauduleuses pour obtenir des avantages. Le second élément, je pense, par rapport à la corruption, il faut que nous communiquions davantage sur les procédures, sur les règles, sur les droits et les devoirs des citoyens et que nous simplifions nos procédures et nos règles. Moi, j'ai eu en tant que maire de la commune 4 à standardiser les procédures, à codifier les procédures et à informer toute la population sur toutes les prestations de la mairie en temps et en coût. Je peux vous dire que j'ai plus que diminué la corruption dans l'administration municipale de la commune 4 en posant ce acte. Mais essayons de faire en sorte que toutes les administrations de notre pays soient codifiées, les procédures simplifiées et portées à la connaissance des usagers pour que chacun sache son droit ou ses droits au moment de venir dans l'administration. Je pense que la corruption, il faut la combattre aussi avec une justice assainie. Nous devons vraiment réformer la justice de notre pays pour qu'elle soit davantage efficace, qu'elle soit juste, qu'elle soit servie par des personnes au-dessus de tout soupçon.
Là, nous avons beaucoup d'insuffisance au niveau de la justice. Si la justice n'est pas bien rendue, la corruption ne peut pas être combattue. Enfin, et peut-être c'est le plus important, le leadership au Mali, c'est-à-dire nos leaders doivent être exemplaires sur le chemin de la lutte contre la corruption. Nous devons avoir de bons leaders à tous les niveaux. Nous n'en avons pas beaucoup, il faut le reconnaître. Donc, travaillons à ce que ceux qui dirigent, que ce soit au niveau ministériel, députés, maires, que ce soit dans les services, dans les administrations, soient de bonnes personnes, des personnes au-dessus de tout soupçon. Et là aussi, on revient aux citoyens, ce sont souvent les citoyens qui élisent les leaders. Mais quand on élit un leader sur la base de l'argent, il ne faut pas être étonné que celui-là, il gère sur la base de l'argent et qu'il devienne un corrompu qui cherche à amasser le maximum d'argent pour pouvoir aller acheter encore les électeurs et se faire réélire. Il faut que nos électeurs apprennent à choisir les leaders sur la base de leurs compétences et exclusivement sur la base de leurs compétences. Cela va aussi nous aider sur le chantier de la lutte contre la corruption. Ça va prendre du temps, mais nous avons besoin d'être résolus, que chacun joue son rôle, leader comme population, et cela dans la durée. Et là, nous pourrons arriver à résorber et à diminuer progressivement la corruption. Merci de m'avoir emboîté les pas, parce que j'allais en arriver là. Parce que nous avons plus de 200 dossiers déposés auprès de la justice pour des cas de corruption. Nous avons une structure qui est le bureau du vérificateur général qui continue de travailler d'arrache-pied afin qu'on puisse punir ces corrupteurs, ces corrompus, ces gens qui sont en train de détourner les deniers publics. Que pouvez-vous nous dire de l'impartialité de la justice malienne? Est-ce que la justice malienne pourra traquer ces corrupteurs, ces gens qui sont en train de prendre les sous de l'État, les taxes de l'État, afin que justice soit rendue à l'État? Moi, je pense sincèrement que la justice a besoin d'être réformée. Tant que la justice malienne est ce qu'elle est aujourd'hui, lourde, lente, servie par des acteurs de justice qui ne sont pas aussi tous au-dessus de tout soupçon, la justice ne fonctionnera pas. Il faut qu'on simplifie la justice, il faut qu'on donne moins de poids et moins d'importance aux magistrats, il faut qu'on ouvre la justice aux populations, qu'il y ait plus de jurys dans toutes sortes de procès, que les populations puissent jouer ce rôle, qu'on puisse davantage mettre de la transparence dans les décisions de justice, qu'on porte à la connaissance les processus et les procédures, et qu'on simplifie les règles. Je pense que si on fait une réforme bonne et durable de la justice, on peut arriver à des résultats tangibles importants. Donc, la justice est le nœud de la question de la lutte contre la corruption. Il est temps et il est souhaitable que nous allons dans le sens de sa réforme. Merci beaucoup, Excellence. Nous avons aussi ce problème dont vous pouvez nous en dire beaucoup plus. En ayant été maire de la commune 4, au Mali, aujourd'hui, le problème qui gangrène encore à côté de la corruption, c'est le problème du foncier. On se rend compte qu'il y a de ces parcelles qui sont vendues à 4, 5, 6, 7 personnes. Pensiez-vous que ce problème peut être résolu, ce problème peut être réglé par la justice malienne? Non, je pense les problèmes fonciers ne peuvent pas être réglés par la justice malienne. Il est même souhaitable qu'on n'en arrive pas à la justice pour régler des questions relatives aux fonciers. Mais il est souhaitable que les fondamentaux de la gestion foncière soient respectés. C'est-à-dire que les plans d'aménagement du territoire, que les schémas directeurs d'urbanisme, que les plans d'urbanisme sectoriels soient respectés par les maires, soient respectés par les directions des domaines et les directions de l'urbanisme. Et si jamais il y a des insuffisances, que les ministres en charge de ces secteurs soient impitoyables vis-à-vis des agents qui marchent sur les textes en la matière. Deuxièmement, il faut que nous ayons un vrai cadastre au Mali, c'est-à-dire que les terres soient immatriculées afin et que cette immatriculation soit informatisée et mise à la disposition du public pour que tout le monde sache quel terrain appartient à qui, afin que
on ne puisse pas vendre un terrain plusieurs fois à plusieurs personnes différentes. Je pense qu'il faut qu'on ait le cadastre. Selon les réformes foncières qui ont été engagées quand j'étais Premier ministre, on devait arriver à avoir un cadastre autour de 2018-2019, Inch'Allah. Maintenant, espérons que ça continue et qu'on en arrive là. Donc, qu'on ait un cadastre et qu'on ait un système de gestion unique du foncier. À ce titre, moi, je pense que les maires doivent être soustraits de la gestion foncière. On doit enlever la gestion foncière de prérogative du maire. Que les maires puissent réaliser des opérations immobilières, faire des logements sociaux, oui, mais que les maires ne soient pas des vendeurs de terrain. Ce n'est pas leur vocation est ailleurs. Je milite pour ça et j'espère qu'un jour ou l'autre on en arrivera là. Donc, quand on gère mieux et qu'on gère de manière unique, de manière transparente, qu'on codifie les terres et qu'on sache qui appartient à qui, et qu'on fasse en sorte que le foncier soit inscrit dans un cadre où il y a la planification et que cette planification est respectée, je pense qu'on peut arriver à de bons résultats en matière foncière, de sécurité foncière principalement, et qu'on évite d'arriver à la justice à chaque fois. Je pense qu'arriver à la justice, c'est un constat d'échec dans la gestion et ça fait des ressources qui sont perdues par les justiciables. Merci beaucoup. Puisque nous parlons de corruption, nous parlons des fonciers, je m'en vais dire ceci. Vous avez fait une déclaration il n'y a pas très longtemps dans un journal, si je me rappelle très bien. Vous aviez dit, je cite, « Certains cadres du Mali sont prêts à se prostituer pour avoir une place dans l'administration. » Que voulez-vous dire par là je veux simplement dire quelque chose qui apparaît comme une évidence au Mali, mais qui est quelque chose qu'il nous faut combattre sérieusement. Vous savez, l'administration est fortement politisée, malheureusement. La haute administration elle-même, c'est-à-dire les niveaux secrétaires généraux, directeurs de services centraux, depuis quelques années, si on n'est pas dans le parti au pouvoir, il est très difficile d'avoir des postes de responsabilité dans l'administration. Donc les cadres sont obligés de se vendre, de faire allégeance au seigneur du jour, de prendre la carte du parti, bien que non militants et non sympathisants, non convaincus, pour simplement avoir des responsabilités. Mais ce que je dis là n'est pas lié à un seul régime, hein, c'est vraiment structurel au Mali. Quel que soit le régime qui est là, le parti au pouvoir essaie de s'accaparer les cadres, de mettre tous les cadres de son côté pour perdurer et faire durer son régime. Moi, je pense qu'il faut que l'ensemble des partis politiques maliens, nous nous entendons sur ce que j'appelle le paquet minimum démocratique. Et que sur ce segment-là, nous fassions en sorte que l'administration soit dépolitisée. C'est-à-dire que chaque parti s'engage. Si jamais je suis aux responsabilités, totalement ou partiellement, je ne vais pas faire de la promotion politique pour mettre des cadres de mon parti dans l'administration alors qu'ils ne le méritent pas. Je vais consacrer le mérite et je vais faire en sorte que les cadres valables de l'administration soient protégés et qu'ils ne risquent pas de se faire virer de leur poste parce qu'ils ne sont pas du parti. Moi, je souhaite que chaque parti politique malien s'entende sur ce paquet minimum démocratique et qu'on publie, que les Maliens soient pris à témoin. Comme ça, celui d'entre nous qui arrive au pouvoir et qui essaie de marcher sur cet engagement, il sera mis au banc de la société. Il est bon que tous les partis politiques maliens, sans exception, s'entendent sur ce minimum démocratique qui va amener les cadres à privilégier leurs compétences plutôt qu'à privilégier leur appartenance à tel parti ou tel parti. Merci beaucoup. Votre parti, Yelema, est une partie qui a été créée en 2010, comme vous l'avez si bien dit. Mais le parti est en train de prendre de l'ascendance dans ces 5 dernières années. Quelles sont vos stratégies de conquête pour les législatives et les communales? Je sais très bien que vous en avez parlé un peu, que vous êtes en train de sillonner les régions pour vous préparer pour les élections communales. Mais nous avons aussi les élections communales et puis les élections législatives, et tout en sachant que le parti Yelema n'a pas assez de membres à l'Assemblée. Quelles sont vos stratégies pour avoir le maximum de députés et le maximum de mairies pour les années à venir? Voilà, d'abord le maximum de mairies et ensuite le maximum de députés. Pour réussir, je pense qu'il faut simplement faire ce que on fait ici aux États-Unis, ce qu'on fait en France, ce qu'on fait ailleurs, c'est-à-dire
être au plus près des militants, arriver à convaincre les militants du bien fondé de nos positions et du bien fondé de nos idées, partager avec eux ce bien fondé, décider avec eux de la voie à suivre et puis travailler avec eux sur le terrain. Moi je suis conscient et je fais partie de ceux qui estiment que le terrain est le seul gage de l'efficacité d'un politique, d'un parti politique, d'une organisation politique. En restant toujours sur le terrain, en restant près des populations, en étant à leurs écoutes, en partageant les idées, on arrivera à les convaincre du bien fondé de notre démarche et donc de voter pour les listes du parti à l'occasion des prochaines élections communales dans notre pays, élections communales et élections régionales. Après, il y a d'autres élections qui vont arriver, il faut appliquer les mêmes procédures, les mêmes principes pour obtenir les mêmes résultats. Nous sommes en bonne voie sur ces schémas et les prochaines élections permettront au parti de se jauger, de tirer les leçons de ces 5 ans de fonctionnement et de se projeter encore davantage dans l'avenir. Merci beaucoup. Tout normalement, je ne pourrais terminer cette interview sans vous poser cette dernière question. Pourrons-nous dire que Moussa Mara il est candidat à l'élection présidentielle prochaine à venir? J'ai répondu à Jeune Afrique pour leur dire qu'en politique, chaque jour suffit sa peine. Vous pourrez dire très clairement et de la manière la plus solennelle possible que Moussa Mara est candidat à la prochaine élection municipale pour être maire de Bamako. Cela, vous pourrez le dire. Je vous demande d'ailleurs de le dire et je vous remercie de le dire pour que les Bamakois et les Bamakoises qui ne le savent pas le sachent et qui sachent que j'entends être un maire à leur écoute avec eux, main dans la main, chacun dans ses responsabilités pour faire de notre ville la coquette qu'elle a été ou qu'elle fut dans les années 50, dans les années 60. Une ville débarrassée de l'insécurité, une ville où il fait bon vivre, assainie, débarrassée des maladies liées à l'assainissement, où les gens circulent dans de bonnes conditions et où il y a suffisamment de revenus et d'activités économiques pour permettre à nos jeunes de trouver un emploi. Ça, vous pourrez le dire, je vous autorise à le dire et je vous demande de le dire. Après les élections municipales, on va gérer la commune si nous avons la chance de la diriger. Et quand il arrivera le temps de se prononcer sur les élections présidentielles, Inch'Allah, on se prononcera dessus. Merci beaucoup, M. Moussa Mara. Merci infiniment pour nous avoir accordé cette interview. Si vous avez un mot de fin, je vous en prie. Je vous remercie sincèrement. Je sais que beaucoup de personnes vous écoutent souvent très tard la nuit. Ici à New York, il est, je crois, presque 23 heures. À Bamako, il est presque 4 heures du matin. Peut-être il y a des endroits où il est 6 heures ou autre. Et chez vous, peut-être il est un peu moins. Vraiment, je remercie tous les auditeurs, notamment les auditeurs maliens. Et je leur dis que le Mali a besoin de nous tous, encore une fois. Chaque Malien, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'il soit à 10 000 km de Bamako, ou qu'il soit à Bamako, ou qu'il soit à 10 000 km de Kidal, ou qu'il soit à Kidal, peut jouer un rôle dans l'avancée du Mali. Peut jouer un rôle en prêchant la bonne parole, les bonnes idées. On peut engager nos parents, nos frères et sœurs dans la bonne direction. On peut donner un bon exemple. On peut soutenir des projets dans le pays. On peut investir dans le pays. N'abandonnez pas ce pays et ne vous découragez pas. Le Mali est éternel. Il a des difficultés, mais il s'en sortira. Et si nous nous impliquons tous, il s'en sortira encore mieux. Donc, bravo à vous. Bon vent pour ce que vous êtes en train de faire. Et Inch'Allah, à bientôt. Merci beaucoup infiniment, M. Moussa Mara. Nous vous informons que par ma voix, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Nous ferons le plaisir de faire passer cette interview autant de fois pour les Maliens qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas eu la chance de nous regarder en direct aujourd'hui. Demain encore toute la journée, cette même interview va y passer et nous allons le faire passer autant qu'il le faut. Et pour vous faire comprendre, nous sommes là pour la jeunesse malienne, pour la jeunesse africaine et nous ne ménagerons aucun effort
pour, si besoin y est, de vous faire revenir sur ce plateau, si nous avons cette chance, afin que nous pouvons encore continuer de parler de l'Afrique et du Mali. Merci. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était édition spéciale rétrospective de la semaine avec un invité spécial, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, ancien ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville, président du parti Yelema, que nous avions eu la chance d'interviewer pendant au moins 30 minutes. Et pour ma part, je vous dis un grand merci et à la semaine prochaine. Au revoir.